On est la première semaine de juin. Donc on commence le mois des fiertés, aussi connu sous le nom de Pride Month, si vous êtes bilingue, et j'espère pour vous que c'est le cas, sinon direction le bagne. I am wriggling, I am kidding, ne vous inquiétez pas. Moi je suis bi, enfin il me semble. C'est possible que dans un an, ou peut-être dans 2 semaines, je réalise que je suis lesbienne, parce qu'en réalité les hommes, j'en peux plus. Mais bon bref, j'ai capté que j'aimais vraiment les filles quand j'étais en seconde, je crois. Mais je pense que même avant ça, j'avais eu quelques signaux. Genre, j'ai un souvenir dans la tête que je vais vous partager en ce début d'épisode. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi, mais j'arrive pas à savoir si c'est un souvenir ou si c'est quelque chose que j'ai inventé ou rêvé. Le fait est que je me pose quand même quelques questions. En gros, j'ai ce souvenir d'être petite, je sais pas, peut-être que j'avais genre 10 ans, et j'avais invité ma copine Camille chez moi. Si t'écoutes ça, Camille, envoie-moi un message, hein. Et parce qu'on a des choses à te raconter. Et moi, je me souviens que je me posais déjà des questions sur le sexe. Genre, j'arrivais pas à trouver les mots pour identifier ça. Je sais pas si je connaissais même le mot sexe. Je sais en tout cas que je connaissais pas le mot masturbation dans ma tête. J'avais vu une vidéo. Je sais pas comment j'étais tombée sur cette vidéo sur YouTube. J'avais vu plein de trucs sur YouTube passer. Et c'était une meuf qui se masturbait dans sa bagnole. Mais en passager arrière. Et je me souviens avoir regardé ça et être en mode mais what the fuck. Et après, je m'étais dit waouh. C'est un peu stylé, non? Et mes mots pour identifier ça, parce que je me souviens que plus tard, je voulais retrouver la vidéo. Je tapais dans la barre de recherche « Fille qui fait l'amour avec ses doigts ». Donc, dans ma tête, c'était « faire l'amour ». Bon, bref. En tout cas, je connaissais pas les bons termes. Enfin, j'avais pas une grande conscience non plus de ce que c'était la sexualité. Je me souviens pas non plus de mes parents, par exemple, qui m'expliquent comment on faisait des bébés. Genre, je me souviens pas avoir eu cette discussion. Donc, je sais même pas comment l'idée même du sexe m'est venue à l'esprit. Parce que à 10 ans, j'avais pas encore vu la vidéo avec la meuf qui faisait l'amour avec ses doigts. C'était venu plus tard quand même. Mais bon, bref, c'était quand même un sujet. Et du coup, je me retrouve avec Camille dans une chambre dans ma maison. Et on se pose des questions sur le sexe. Sur ce que ça doit faire, sur, à ton avis, qu'est-ce qu'on ressent, est-ce qu'on ressent des choses ou pas. Et dans ce souvenir / rêve, voilà, vraiment c'est perturbant parce que je sais pas si c'est vrai ou pas. Et ben, on s'embrasse et on commence à se frotter l'une à l'autre. Voilà. Papa, maman, si vous écoutez ça, sorry. Et vraiment, j'ai ces images en tête et je suis longtemps restée copine avec cette fille. Et ensuite, on s'est éloigné parce que ça arrive. Et je sais même pas si je la suis encore sur les réseaux. Enfin, je l'ai pas vue depuis, je sais pas, plus de 10 ans. Et je me vois pas lui dire « Hey girl, hey what's up? Let me ask you something. » Est-ce qu'on s'est frotté la moule ensemble quand on était au primaire, genre? Et après, le fait de l'embrasser, par exemple, c'est pas quelque chose qui me reste en mode waouh, big deal. Parce que, d'ailleurs, très tôt, par exemple, en primaire aussi, vraiment, il se passait des choses. Je me souviens qu'avec mes copines, on se faisait des smacks. Genre, je me souviens, on se faisait des smacks dans les toilettes, juste pour voir. Genre, vraiment, la curiosité n'a pas de limite. Ça se trouve, on n'a pas du tout la même enfance et vous êtes en train de vous dire, mais what the fuck, mais what is this girl? Et je me souviens aussi de ma première tentative de roulage de pelle, et c'était avec une girls. Je devais être en 6e. À ce moment-là, je suis en voyage de classe et on se retrouve avec plusieurs copines à dormir dans la même chambre. Et on se dit, venez, on s'entraîne. Genre, comment on embrasse vraiment? Parce qu'il y avait déjà eu les trucs, on se fait un smack, le jeu de la bouteille. Enfin, je sais même pas si... là, on était en 6e, début du collège, 12 ans. Bah, peut-être que commençait à y avoir des jeux de la bouteille. Bref, on est assises par terre. Pendant notre voyage de classe, on est dans une sorte d'auberge. Et on essaye de s'entraîner à bouger nos lèvres déjà dans notre coin. Genre, je me souviens qu'on se regarde toutes et on commence à... Genre, en gros, on dit, ouais, il faudrait faire ça avec ta bouche. Et puis ensuite, on ouvre la bouche, ensuite on la ferme. On aurait vraiment dit des poissons bizarres. Genre, vraiment, on mettait nos lèvres au-dessus de nos dents comme un papy qui a perdu son dentier, genre... Et on ouvrait la bouche et on la fermait comme ça. Enfin bref. Mais en mode, moi, tu penses que c'est comme ça qu'il faut faire? Et bref, avec ma meilleure amie de l'époque, on s'embrasse. Enfin, si on peut appeler ça un bisou, un roulage de pelle, je sais pas, parce que franchement, c'est hilarant quand j'y repense. Hein. Vraiment ridicule. On aurait dit qu'on cachait nos dentiers. On ouvre, on ferme la bouche comme ça, c'est pas du tout agréable. On a les yeux ouverts, c'est pas coordonné, c'est hilarious. Et je me souviens d'ailleurs qu'il y avait ce gars, Damien, et potentiellement d'autres gens
qui nous avait regardé à travers la serrure de la chambre et nous on avait trop honte. Ensuite, fast forward mon année de seconde. À ce moment-là, je regarde pas particulièrement les filles, mais je me souviens me dire et dire à mes copines que moi je suis ouverte aux filles. Genre je me vois bien dans ma vie ken avec une fille. Je me dis why not, c'est une expérience et puis toutes les meufs elles sont en mode hyper non c'est que avec un garçon et moi j'ai l'impression d'être un peu free à dire moi je suis cool parce que moi je peux imaginer avec une fille why not. Et je me souviens que c'est clair dans ma tête, mais je me dis pas non plus que je pourrais être en couple avec une meuf. Parce que j'ai grandi dans un milieu qui est quand même, je pense, assez homophobe, sexiste, traditionnel. Et genre, je connaissais pas de personnes gays. Il y avait personne, aucune meuf lesbienne comme référence ou même dans l'école. Enfin, ça n'existait pas. Surtout que j'étais dans une école catho, donc franchement, rien du tout. Et je le voyais même pas comme une frustration parce que pour moi c'était quelque chose qui ça existe pas, tu vois. Et il a fallu attendre des années avant que tout ça change, avant que je me dise ok les meufs c'est stylé, j'aimerais trop sortir avec une meuf, slay et que j'ai mes premières expériences. Et là maintenant pendant le mois de la Pride, la chose à laquelle je suis en train de penser c'est que je pourrais être condamnée à mort si je vivais pas en France. Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans le podcast. Là, je vous ai fait un petit moment sympa. Le reste, on va être réaliste. Je pourrais être emprisonnée, condamnée à mort, si j'étais pas en France, et peut-être dans la France de demain, j'irais en prison. Le fait d'aimer, le fait d'avoir des attirances qui sont pas dans les normes patriarcales, eh bien, c'est un motif pour aller nous buter, tout simplement. Et ça, c'est un énorme problème. En colère. Je pense que vous avez vu que ces dernières années et ces derniers mois, il y a eu une nouvelle montée du fascisme. Et qui dit fascisme dit aussi une grande montée de l'homophobie, la transphobie, toutes les phobies liées à la question du genre, de la sexualité. En France, on continue quand même d'avoir une stigmatisation des communautés LGBT, surtout des trans. Aux États-Unis, il y a aussi une grande répression de la communauté trans. Au Sénégal, il y a actuellement une énorme répression des homosexuels. Et je pense que toutes les autres identités se font encore plus petites, tout simplement. Et j'en suis venue à me demander si ça avait toujours été comme ça, cette peur des personnes LGBT, cette répression des personnes LGBT. Souvent, on dit qu'un extrême en crée un autre et que du coup, les mouvements LGBTQIA+, c'est un extrême avec beaucoup trop de wokisme. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de penser, un nouveau mode de vie qu'on essaierait d'imposer désormais en Occident et dans les autres pays, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, etc. Et que c'est quelque chose qui n'a pas sa place parce que, par essence, c'est woke et c'est nouveau. Bon, je sais pas pourquoi quelque chose de nouveau serait négatif, mais je me suis dit, est-ce que c'est réellement nouveau en fait ? Si vous vous informez un peu sur le sujet, on sait vaguement qu'en réalité, les pratiques homosexuelles, par exemple, existent depuis longtemps. Mais je me suis dit, longtemps, c'est quand ? C'est où ? Pourquoi maintenant on en est là ? Et du coup, j'ai fait mes recherches. Et en plus, il y a d'autres sujets que l'homosexualité à prendre en compte pour faire une analyse qui soit pertinente. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas toujours eu cette vision des communautés LGBT avant que l'Occident n'impose sa grille de lecture qui est quand même très binaire, c'est-à-dire un homme vs une femme. Il y avait beaucoup de cultures qui fonctionnaient avec des cases beaucoup plus souples. Et on ne définissait pas forcément les gens par les personnes qu'ils aimaient, les personnes avec qui ils passent du temps au lit, par leur rôle dans la société même. Et donc ça, je trouve ça très intéressant. Et en fait, on a énormément d'exemples. Si je vous parle de l'Afrique, où par exemple là, on voit cette énorme répression au Sénégal et honnêtement, dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, en fait, il y a une réelle histoire précoloniale que ces peuples et ces communautés ont oubliée. On a l'exemple, par exemple, du roi Mwanga II du Bouganda, qui est l'actuel Ouganda. Et en fait, à la fin du 19e siècle, ce roi, il avait aucun problème à afficher sa bisexualité. C'est-à-dire qu'il avait un harem de femmes, mais aussi de jeunes hommes présents dans sa cour, avec qui il entretenait des relations sexuelles. Et plus tard, donc il y a les chrétiens qui sont arrivés en Afrique, donc il y a eu des missionnaires chrétiens britanniques qui sont arrivés, et ils ont été horrifiés parce que eux suivent la religion chrétienne, une doctrine qui était fortement affectée par le patriarcat, des normes très strictes, et le roi
il a refusé de se plier à la morale des chrétiens britanniques qui venaient d'arriver en Afrique. Et il a même fait exécuter les hommes qui s'étaient convertis au christianisme et qui lui refusaient des rapports sexuels. Bon, là, quand même, on peut se permettre de poser des questions. Mais c'est quand même intéressant, en termes d'histoire, de savoir qu'il y avait ça. Et les colons, à l'époque, ont décrit le roi Mwanga II comme un monstre, un tyran, et je cite, sodomite et sanguinaire. Et ils ont utilisé ce prétexte moral pour envahir militairement le royaume du Bouganda, donc l'actuel Ouganda, et destituer le roi en 1897. Ensuite, ils l'ont exilé aux Seychelles. Voilà, va te baigner, va quelque part loin. Il est mort là-bas. Et ensuite, ils ont imposé leurs droits britanniques qui incluaient une section, qui est la section 377, qui criminalisait l'homosexualité. Ensuite, on avait aussi le mariage entre femmes chez les Igbo, c'est-à-dire un peuple du Nigeria, et les Nuer, un peuple du Soudan. En fait, c'était pas un mariage lesbien au sens moderne du terme, c'était pas deux femmes follement amoureuses qui décident de se mettre ensemble, mais c'était une forme d'institution, c'est-à-dire que si une femme riche n'avait pas d'enfants, elle pouvait légalement épouser une femme plus jeune. I mean, why not? Why not? Slay. Donc en fait, c'était plutôt le fait d'avoir un titre, de se dire « nous, on évolue ensemble ». Ça voulait pas forcément dire qu'il y avait une activité sexuelle, mais ça implique quand même qu'il y avait deux femmes qui pouvaient être mariées. La jeune femme, elle avait le droit d'avoir des rapports avec des hommes, des amants choisis, mais les enfants qui naissaient des unions avec ces hommes-là, eh bien, ces enfants appartenaient légalement à l'épouse et à elle, et portaient son nom. Ensuite, on a le peuple des Adzande, je ne sais pas si ça se dit comme ça, en actuel Congo et aussi au Soudan. Et là, il y avait beaucoup d'homosexualité masculine. Quand il y avait un jeune homme qui entrait dans la classe des guerriers, souvent, il n'avait pas encore les moyens financiers pour payer une dot pour épouser une femme. Et donc, pour combler ce manque-là et structurer l'armée, les guerriers adultes prenaient les jeunes recrues, les jeunes garçons, qui pouvaient être âgés de 12 à 20 ans, comme des épouses temporaires. C'est... Encore une fois, il y a des choses qu'on peut quand même questionner, parce que 12 à 20 ans, voilà, on parle de pédophilie, mais you know what. Et en fait, ça c'est un peu comme en Grèce antique, et dans les deux cultures, le système reposait sur un binôme, c'est-à-dire un guerrier adulte et expérimenté, qui prend sous son aile un jeune apprenti, souvent dès l'adolescence. Et il y a un compagnonnage qui se met en place, qui est validé publiquement par toute la société. C'est scellé par un accord avec la famille du jeune garçon. Et donc, l'adulte fait l'éducation aux arts de la guerre aux jeunes. Ensemble, ils partagent une vie commune, ils partagent des relations sexuelles. En Grèce, c'était notamment vu comme une manière d'éduquer un garçon pour le rendre plus fort et de lui partager sa force grâce aux relations sexuelles. Donc, il y avait vraiment le truc de... Un phallus, c'est l'essence du pouvoir et du coup, une relation homosexuelle, c'est juste créer plus de pouvoir, créer plus de force. Voilà. Il y avait vraiment ce symbole-là. Et socialement, c'était considéré comme quelque chose qui permettait de former la jeunesse et de créer une fraternité d'armes. Vraiment, voilà, on est fort, on est ensemble, les soldats se battent avec une ferveur absolue pour protéger leurs partenaires sur le champ de bataille. Du coup, il y avait de meilleures compétences sur le champ de bataille, plus de force. Donc, c'était vraiment vu comme quelque chose de très positif. Et ensuite, à l'âge adulte, le jeune apprenti, il quittait son mentor et ensuite, il allait fonder une famille avec une femme et il pouvait prendre à son tour un nouvel apprenti plus jeune et perpétuer le cycle. Chez de nombreuses nations autochtones, comme les Navajos et les Lakota, on vénérait les personnes qui étaient dotées de deux esprits. C'est-à-dire qu'il y avait une personne, née homme par exemple, qui pouvait s'habiller en femme, accomplir des tâches considérées comme féminines et avoir des relations avec des hommes. Et c'était slay en fait. C'était pas du tout rejeté, au contraire c'était considéré comme quelque chose et quelqu'un de sacré. Un pont entre le monde du masculin et le monde du féminin. Et souvent c'est des personnes qui devenaient des chamans, des guérisseurs, des guérisseuses, etc.
Donc on retrouve ça encore, c'est toujours pas fini, on en a d'autres des exemples, hein. En Inde, dans la culture hindoue, on reconnaissait aussi l'existence d'un troisième sexe, des personnes qui ne s'identifiaient ni complètement aux hommes, ni complètement aux femmes. On a aussi les hijras, en fait c'est des personnes assignées hommes à la naissance qui adoptent une identité féminine. Donc finalement, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on considère actuellement comme le fait d'être transgenre. Et ces personnes-là avaient un rôle social, spirituel, politique, hyper respecté, notamment sous l'Empire mongol, etc. Donc, en résumé, on voit qu'avant qu'il y ait une colonisation, il y a plein de pratiques, que ce soit des pratiques sexuelles, des identités de genre, etc., qui n'étaient pas du tout perçues comme une menace pour la société. Au contraire, ça pouvait être considéré comme sacré, ça pouvait être considéré comme une norme, comme une manière de faire avancer la société. Et c'était un peu comme des coutumes, quoi. Et sauf qu'ensuite, ensuite on est arrivé. On est arrivé. Et là, pour comprendre comment tout ça a basculé, il y a un concept clé qui s'appelle la biopolitique. C'est Michel Foucault qui a inventé ça, la biopolitique. Je connais pas Michel Foucault, je connais Jean-Pierre Foucault, mais c'est pas la même personne. En fait, la biopolitique, c'est quand il y a un État qui décide de contrôler le corps et la vie privée de la population pour la rendre plus productive. Au 19e siècle, il y a l'Empire britannique et l'Empire français qui sont littéralement des machines de guerre économiques. Donc il faut faire de la thune. Et pour que les colonies rapportent de l'argent, il faut des travailleurs disciplinés et une forte natalité pour faire des futurs travailleurs, pour faire des futurs soldats, voilà, le réarmement démographique selon Macron. Et à ce moment-là, il y a des trucs qui ne permettent pas d'avoir une forte natalité. Par exemple, l'homosexualité ne le permet pas. La masturbation non plus. Et donc l'homosexualité, la masturbation ou toute sexualité non reproductives sont perçues comme un gaspillage d'énergie qui affaiblit l'Empire. Et du coup, il y a des juristes qui créent ce dont je vous ai parlé plus tôt, là, la section 377 du Code pénal de l'Inde, enfin bref. C'est une section qui punit par exemple la sodomie. Voilà, c'est légalement, tu n'as pas le droit de sodomiser ton meilleur ami. Voilà, non Michel, même si ton meilleur ami est consentant. Ce n'est pas légal parce qu'il faut réarmer démographiquement les empires. Donc tu vas ken ta femme et sur elle, tu as le droit de faire de la sodomie, mais pas sur un homme en fait. Voilà, parce que c'est ça la différence, voilà, pour bien comprendre. C'est quand même fou. Et donc ce texte, à ce moment-là, c'est un virus politique. Et les Britanniques, ils l'ont pris. Ah ouais, c'est trop bien, c'est vrai que la sodomie, oh là là, mon Dieu. Ils l'ont exporté tel quel dans plus de 40 pays de leur empire. Donc 40 colonies, etc. Donc il y a eu en Malaisie, au Kenya, en Jamaïque, au Ghana, et plein de pays comme ça qui se sont retrouvés avec exactement la même loi écrite par le même juriste. Donc vraiment, c'est un gars qui a décidé de ça. Et du coup, ça a foutu tout en l'air. Donc il y a plein de choses qui ont dû être changées à la fois parce que quand il y a des colons, généralement, la répression est forte. On est bien au courant de tout ça. Mais en plus de ça, il y avait des lois qui faisaient que maintenant, t'as plus le droit de faire ce que tu veux, même si c'est considéré comme sacré, même si c'est bien, même si c'est une coutume depuis des centaines d'années ou des dizaines d'années, t'as pas le droit, tu fermes ta gueule et tu ne kennes pas, une personne du même sexe, en fait. Non, tu arrêtes. Et tu n'es pas trans, non, pas du tout. Il faut aussi se dire que quand les colons sont arrivés dans ces colonies, ils sont arrivés aussi avec leur religion chrétienne, leurs normes, une église qui est hyper stricte, avec vraiment une peur de tout, quoi. Il y a eu des choses similaires qui se sont passées, par exemple en Inde, avant l'arrivée des Anglais. Je vous avais dit, les hijras, c'est ce qui se rapproche le plus des personnes transgenres. C'est des personnes qui avaient un statut officiel, des droits, etc. Et en fait, en 1871, quand les Britanniques arrivent, ils votent le Criminal Tribes Act, donc loi sur les tribus criminelles. Voilà, vraiment, on va à fond, quoi. Et ils décrètent que les hijras sont des criminels héréditaires et des sodomites. Voilà, vraiment, il y a un souci. C'est-à-dire que c'est des personnes qui font du mal à personne. Voilà, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Ils commettent aucun crime, mais on considère que par rapport à notre religion, ça nous convient pas. Parce que notre religion, en plus, elle a été créée par des hommes. Enfin bref, je vais pas... Voilà. Et du coup, au bagne, directement. Et donc, en quelques décennies, toute cette communauté qui était respectée, qui avait des droits, qui avait un statut officiel, elle a été marginalisée, poussée vers la pauvreté et la prostitution. En France, on a une histoire qui est légèrement différente.
On a eu le code pénal de 1791, après la Révolution française, qui avait dépénalisé l'homosexualité en France métropolitaine. Mais dans ces colonies, notamment en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, l'administration coloniale française, elle a imposé des décrets et des codes de l'indigénat, encore une fois, pour maintenir l'ordre public. Et l'ordre public, on l'a dit, tu ne fais pas de sodomie et tu ne t'habilles pas avec une jupe. Non, non, non. Et ensuite, plus tard, en 1942, sous le régime de Vichy, la France a réintroduit des règles pour les rapports homosexuels, une logique de contrôle aussi de la moralité. Enfin, c'est devenu quelque chose d'immoral, encore une fois, et de remarginaliser quelque chose d'outrage public, outrage aux bonnes mœurs, acte contre nature, etc. Donc c'est revenu dans les années 40. Et le plus fascinant dans tout ça, c'est ce qu'on appelle ensuite l'aliénation culturelle. C'est-à-dire que après un siècle de colonisation, donc ça c'est vraiment la faute de l'Occident, hein, les Français, les Britanniques, etc. Les écoles religieuses, elles ont si bien fonctionné que les populations locales, elles ont fini par oublier leur propre histoire précoloniale. Et puis d'autant plus quand il y a un siècle qui passe et qu'on efface notre histoire, qu'on fait en sorte que les enfants n'aient pas à apprendre telle et telle coutume. Il suffit qu'ils grandissent, du coup ils les apprennent pas à leurs enfants, personne n'en parle, donc c'est comme ça qu'on supprime une partie de l'histoire. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais il y a eu des colonies qui ont pris leur indépendance. Dans les années 50 à 70, il y a eu plein de nouveaux États africains et asiatiques qui ont pris leur indépendance, mais ils n'ont pas réécrit leurs codes pénaux à partir de zéro. C'est-à-dire qu'ils ont hérité des structures administratives et juridiques coloniales, parce qu'ils les ont appris au fil des années, comme je vous l'ai dit, du coup ils ont gardé, parce qu'ils savent pas que c'est pas leur culture, ils savent pas que c'est pas leur loi, ils savent pas que c'est pas en réalité leur code pénal à eux. Et en plus, ça leur paraisse étranger, ça leur paraisse complètement étranger, parce qu'ils ont avalé la doctrine coloniale. Et là, il y a 3 phénomènes qui expliquent pourquoi ces lois, elles n'ont pas été effacées. Il y a l'assimilation culturelle, c'est comme je l'ai dit, en un siècle de colonisation, les élites locales, elles ont été éduquées dans les écoles coloniales et religieuses, donc catholiques, protestantes, ou via une lecture de l'islam qui était aussi influencée par les contextes de l'époque. Et elles ont totalement intégré la morale coloniale. Et du coup, elles ont oublié les traditions beaucoup plus tolérantes de leurs ancêtres. Et en plus, il y a la construction de l'identité nationale, c'est-à-dire qu'après le départ des colons, quand ces pays ont repris leur indépendance, eh bien pour unir des pays aux ethnies différentes, les nouveaux dirigeants, ils ont souvent utilisé quelque chose de commun, donc ils ont dit la religion et la famille traditionnelle comme un ciment national. Et du coup, on en oublie encore plus ce qu'il y avait avant. Ensuite, dans les années 70 à 80, il y a le mouvement gay moderne qui va exploser en Occident. Et quand les ONG occidentales et l'ONU, qui maintenant, nous en Occident, on réessaye d'accepter ce qu'on a pourtant appris à tout le monde à détester, hein. C'est-à-dire qu'on est les pays qui avons appris à chaque autre pays « Détestez ça, c'est pas bien, les sodomites, et nanani, et nanana, ouh, bah !» Et maintenant, on est en mode « Ah, ok. Ah, en fait, c'est ok. Donc nous, on est mieux que les autres. » Et on va aller voir les pays d'Afrique ou d'Asie en disant « Hé, vous devriez abroger ces vieilles lois parce qu'elles sont homophobes et c'est contraire aux droits humains. » Et sauf que l'effet que ça a, c'est que les dirigeants de ces pays, ils répondent « Mais vous, les Occidentaux, là, en fait, vous essayez encore de nous coloniser avec vos théories modernes, woke, sur les droits des gays, de je sais pas quoi, ça c'est un truc de blanc, c'est un truc de merde. Chez nous, l'homosexualité, ça existe pas, c'est une maladie de blanc, nani nanan. C'est pas bien, c'est criminel. » Et en fait, c'est une ironie, mais de dingue, parce que pour rejeter ce qu'ils pensent être une influence occidentale, quand on leur dit « Ah mais acceptez les gays », en fait, en réalité, les dirigeants, ils défendent les codes pénaux qui ont été écrits par l'Occident colonial 150 ans plus tôt. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Non, c'est pas bien l'homosexualité, parce que c'est une maladie de l'Occident », mais ça, justement, c'est une pensée de l'Occident. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de défendre l'Occident colonial. Donc en fait, ils protègent l'héritage des anciens colons qui leur ont ruiné la life, qui ont niqué toutes leurs coutumes, en croyant défendre leur identité nationale. Et du coup, je me dis, chiotte en fait. Chiotte. Déjà, c'est dramatique pour eux,
D'autant plus pour les populations qui sont réprimées. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de se dire, mais en fait, c'est la faute de l'Occident déjà. Tout est la faute de l'Occident. Et du christianisme et le catholicisme, le protestantisme, l'islam, etc. Il y a eu tout ça, en fait. L'effet de la religion a quand même un impact de dingue sur comment tu vas voir certaines pratiques, comment tu vas les considérer. Alors qu'en fait, c'est un truc hyper courant et ok. Et ça nous rappelle que le discours actuel de oui, non mais ça c'est du woke, c'est woke. En fait ça, vous essayez de nous imposer un truc nouveau. Bah non en fait. Non. C'est un truc qui a toujours existé. Littéralement partout. Littéralement partout, dans tous les pays. Et c'est pas une minorité, hein. Il y a des rapports homosexuels, bisexuels, des identités de genre qui sont fluides, qui varient, des choses qu'on définit différemment. Et à chaque fois aussi, il y avait un terme pour définir ça. C'est pas les mêmes termes que maintenant, mais chaque culture avait sa manière de dire, les hijras, c'est les transgenres actuels, ou les nanani, les nananas. Donc en fait, ces catégories-là, elles sont pas nouvelles. On est là, ouais, on crée toujours plus de mots, on s'y perd. Mais ouais, mais en fait, ça existe déjà. C'est comme l'épisode que j'avais fait où je parle de la masculinisation de la langue française. Parce que maintenant, on demande à la féminiser ou à la rendre plus inclusive. Mais en fait, la langue française était inclusive. Elle était déjà historiquement inclusive. Sauf que ça a été changé au XVIIIe siècle par des hommes. Et on a complètement oublié qu'elle était inclusive. Ça nous paraît bizarre de devoir dire maintenant je suis allée voir ma médecine. On dit je suis allée voir mon médecin. Alors que ça se disait. Et ça nous paraît bizarre. Tout comme pour ces communautés-là, ça leur paraît bizarre, contre nature, illégal, des personnes de même sexe qui vont avoir des pratiques sexuelles, ou alors des mariages, ou... Enfin, est-ce que ce qu'on pense, c'est vraiment ce qu'on pense? Voilà, c'est philosophique, mais en réalité, ce que toutes ces personnes pensent, c'est même pas leur propre pensée, c'est vraiment un endoctrinement. Mais total. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous allez y réfléchir. Et Happy Pride. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!